Salut Adrien. Salut Marc. Alors, pour notre 4e épisode, on va faire un petit pas de côté et on va parler des moyens d'étudier la migration. Donc on va se pencher sur comment on fait pour savoir tout ce qu'on est en train de dire dans nos épisodes, ceux qu'on a fait et ceux à venir. Avec toi, on va faire une longue collection, un peu comme ce qu'on avait fait avec Jean Andrieux sur les rapaces. Il y a 1000 choses à dire sur la migration, on prend le temps de le dire comme d'habitude dans Baleine sous Gravillon, on détaille tout ce qu'on veut dire, faire un truc assez complet pour tous les copains ornithos. Et donc, comment on étudie la migration? Donc c'est pareil, tu m'as fait une petite liste. Et la première manière d'étudier, c'est tout simplement de se balader, d'aller essayer de les trouver par bons et par vous. C'est ça, ouais, j'ai un exemple assez parlant avec ça. Si on prend deux canards, la sarcelle d'hiver et la sarcelle d'été. Donc logiquement, nous on l'appelait comme ça parce qu'en été, on a de la sarcelle d'été et en hiver, on a de la sarcelle d'hiver. La sarcelle d'été partant hiverner en Afrique, la sarcelle d'hiver venant hiverner en France. Et en fait, on se rend compte que si on va sur les sites d'hivernage de la sarcelle d'été, en hiver, il y a de la sarcelle d'été. En été, il y a plus de sarcelle d'été. Tu me suis? Ouais. Par contre, si tu montes au-dessus de la France, en Scandinavie par exemple, en été, t'as et de la sarcelle d'été et de la sarcelle d'hiver. Donc tu vois que été-hiver, qui marche très bien chez nous en France, en fait, selon les continents, ça marche plus. Juste pour illustrer le fait qu'en se déplaçant, on constate les mouvements des oiseaux. Je sais pas si mon exemple est parlant, s'il te plaît. Mais il me plaît, les gens voient pas, mais je souris. En tout cas, moi j'ai compris. Donc on enchaîne sur le second moyen d'étudier la migration, et là c'est ce que tu fais beaucoup, c'est le comptage. Alors très concrètement, pour ceux qui connaissent pas, comment ça se passe? T'as un petit objet là dans la main, à chaque fois que tu cliques dessus, ça fait un de plus? Ça peut, ouais. En fait, le comptage n'est pas la partie la plus compliquée. Le plus compliqué, c'est l'identification de l'espèce. Après, la majorité des oiseaux, ils vont voler seuls ou en petits groupes. Donc, ils sont comptables comme ça. 1, 2, 3, 2, 4, 6, jusqu'à 100. Tu vois, ça se fait très bien. Après, effectivement, dans certains cas, on va être obligé d'utiliser des compteurs manuels pour des espèces comme les hirondelles, les martinets, qui vont migrer en flux. En fait, donc là, c'est pas un groupe d'oiseaux. C'est-à-dire que toute la journée, du lever du soleil au coucher du soleil, t'as des oiseaux qui passent. Donc, tu te fixes une ligne imaginaire et effectivement, avec le petit compteur manuel, tu cliques. Ça peut être des milliers d'oiseaux dans l'heure, hein. C'est pour ça que tu pourrais le faire de tête, mais ce serait juste trop prise de tête, justement. Et après, troisième cas de figure, des oiseaux qui migrent en faisant des énormes groupes. C'est le cas du pigeon ramier, pinson des arbres, étourneaux, ouais. Des groupes de plusieurs centaines, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers, hein. Voilà, on parle de très 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 gros paquets. Et donc là, tu fais une estimation, hein. Tu comptes une partie du vol et puis tu reportes par groupe de 100, par groupe de 1000, tu recomptes. Enfin, là, t'essayes de t'approcher le plus près de la réalité. Et en gros, on fait ça, 2 à 4 mois selon les sites, à l'automne et au printemps. Sur des sites, du coup, de migration, qui sont intéressants pour le passage, mais aussi pour l'observation. Alors, je greffe une question très personnelle là, sur ce qu'on est en train de voir sur les moyens d'étudier la migration. J'ai un souvenir qui me vient. J'ai voyagé en Afrique australe pendant 9 mois. Et quand je suis descendu vers le Cap en partant de Durban, en gros, en longeant le bout de l'Afrique, l'Afrique australe, j'ai voyagé en bus, je crois que j'ai fait 55 heures de bus, enfin, c'est un truc de dingue, c'est des très très longues distances. Et lors d'une halte, j'ai vu plusieurs arbres qui étaient noirs, qui étaient remplis de faucons. Dans mon souvenir, c'est des cresserelles, mais je ne sais pas si c'est possible. J'avais jamais imaginé que les rapaces aussi, on parlait des tourneaux à l'instant, mais ça me paraît quand même incroyable d'envisager qu'il y ait tu disais des dizaines de milliers du même rapace dans quelques arbres. Est-ce que c'est néanmoins possible? Enfin, de toute façon, je l'ai vu, donc... Ouais, alors quand je parlais de dizaines, centaines de milliers, ça concernait pas forcément les rapaces, mais effectivement, il y a des rapaces qui sont connus pour migrer en groupe, voire en grand groupe. Dans les faucons, il y a le faucon cresserellette, les faucons cobèzes, faucons de l'amour qui peuvent migrer en groupe assez conséquent. L'épervier à pied court aussi, qui est une espèce plutôt d'Europe centrale. Ça peut être des groupes de plusieurs centaines aussi, plusieurs milliers. Après des rapaces comme le milan noir, beaucoup plus commun en France. Milan noir, chaque automne dans le Pays Basque, on voit passer des groupes des pompes du coup. Donc c'est les oiseaux qui sont dans un courant ascendant qui montent tous ensemble. Ça fait une colonne, on appelle ça une pompe, de plusieurs centaines jusqu'à 1000 individus, quoi. Et du coup, quand tous ces oiseaux-là se posent le soir, effectivement, ils peuvent se poser en dortoir, qui peuvent concerner plusieurs centaines à milliers d'oiseaux. Mais du coup, je sais pas à quelle période tu étais en Afrique australe, là où tu parlais, mais en hiver, il y a beaucoup d'oiseaux, dont des rapaces, qui forment ce qu'on appelle des dortoirs. C'est-à-dire qu'en période de reproduction, ils sont très, en couple, 2 par 2, et puis c'est tout très territoriaux, mais en hiver, ils se regroupent par centaines, milliers, voire dizaines de milliers. Donc c'est peut-être ça aussi que tu as vu. D'accord, et c'est pas des migrations, enfin en tout cas c'est une étape qui est juste l'étape du dortoir en fait. Ouais, le dortoir c'est vraiment un endroit où ils vont dormir, ils se regroupent pour des raisons de sécurité. Et après la journée ils vont se balader, mais plein d'espèces font des dortoirs, hein. Tu peux trouver des dortoirs de passereaux, tu peux trouver des dortoirs de hibou, des dortoirs de ce que tu veux. Ouais, alors moi je me souviens plus, mes souvenirs sont un peu confus, mais ça m'avait quand même, j'étais très jeune à l'époque de voir des arbres, il y avait 3 arbres, ils étaient noirs, ils étaient remplis de faucons sur toutes les branches, enfin c'était incroyable.
En Afrique de l'Ouest, il y a un cas que je connais un peu mieux, sur l'île de Kousmar au Sénégal, dans le Ciné Saloum. T'as un dortoir très connu de faucons cresserellettes et des lagnons noclaires. Donc le faucon cresserellette, c'est une espèce qui vient nicher aussi en Europe. Les lagnons noclaires, pas du tout, c'est complètement un rapace africain. Nous, on a les lagnons blancs, bon bref. Les auditoristes pourront regarder à quoi ressemble un lagnon noclaire. Et là, du coup, sur 2-3 arbres, il y a effectivement des milliers et des milliers de ces deux espèces qui viennent se poser et passer la nuit chaque soir en hiver. Il me semble que Marie Amiguet, qui a fait ce célèbre doc sur la Panthère des Neiges, là, avec Sylvain Tesson et Vincent Munier, un de ses premiers docs, c'était justement sur ces rapaces sur l'île que tu viens de citer. Il me semble que c'était ça. Ah, c'est possible. C'est une île qui est très connue depuis, je dirais, une quinzaine d'années. Ouais. Alors, on va revenir à nos manières d'étudier la migration, cher Adrien. Le mot-clé suivant que tu me mets, c'est bagage. Donc, c'est le fait de mettre des bagues sur les oiseaux. La plupart de celles et ceux qui nous écoutent en ont l'intuition, ils ont déjà vu ça. Hein. Comment ça se passe concrètement ? Alors il y a plusieurs méthodes, mais pour faire très simple, on attrape les oiseaux d'une manière ou d'une autre. Ça peut être au nid, ça peut être dans des filets, ça va dépendre de la taille de l'oiseau, de ce qu'on a envie de découvrir en fait. Aussi, ça peut être sur des jeunes, sur des adultes, etc. Le principe, c'est de mettre une petite bague qui va pas trop gêner l'oiseau. Et si on recapture l'oiseau ailleurs, on va du coup savoir son origine. En fait, ça a vraiment permis d'étudier la migration à une époque, surtout sur les petits passereaux. On les baguait dans les roselières avec des filets, par centaines, par milliers, si ce n'est plus. Et après, on allait en Afrique, de façon aléatoire, dans des habitats un peu similaires, reposer des filets et espérer recapturer ces petits passereaux. C'est comme ça que les premières zones d'hivernage, que les premières voies de migration ont été mises en évidence. Après, sur des oiseaux plus gros, on peut mettre des bagues avec un code dessus, donc un code qui va être international, j'imagine. Alors oui, alors chaque bague est vraiment référencée. Alors selon, en France, c'est le muséum, par exemple, c'est des bagues muséum. Bon, chaque pays doit avoir à peu près ses propres Quand programmes. tu dis muséum, c'est le muséum MNHN, le Muséum national d'histoire naturelle. Ouais, voilà, ouais. En gros, si on voit une bague, il y a quoi écrit dessus ? Il y a une année, il y a quoi ? Il y a un chiffre ? Alors sur les petites bagues métal, honnêtement, j'en ai jamais vu en fait de près, donc c'est un petit code. Moi, je connais mieux après du coup ce dont je parlais, des bagues un peu plus grosses, et en fait, c'est assez variable. Ça peut être un symbole, ça peut être une succession de chiffres ou de lettres. Souvent, ça dépasse pas 4, 5 lettres ou chiffres. En fait, on parle de code alphanumérique parce que t'as souvent au moins une lettre et au moins un chiffre. Mais après, il faut que ce soit visible de loin, tu vois. Là, par exemple, les goélands que je suis là en ce moment au banc d'Arguin, il y en a pas mal qui sont bagués de l'îlot des Niges et de l'île de Ré, Oléron, donc un petit peu plus au nord. Et donc, c'est un code qui commence toujours par R 2 points, la bague est blanche, l'écriture est noire, et voilà, ça fait partie du code, quoi. La couleur de la bague, la couleur de l'écriture et le code qu'il y a dessus. Et en fait, quand tu lis, donc quand tu arrives à observer un oiseau bagué, tu peux retrouver sur internet via un site qui s'appelle CR Birding. Je le dis pour ceux que ça intéresse, c'est CR donc pour coloring et après birding. Et donc là, tu notes ta bague, la couleur, le numéro et tu peux retrouver le programme de bagage, leur renvoyer la signalisation de l'oiseau et eux te renvoient l'historique de vie. Très bien. Point suivant pour étudier les migrations des oiseaux. Et là, c'est drôle, je l'ai vu toujours pareil dans ce doc sur le front où il parlait un peu des gypaètes. Et on voyait que ceux qui relâchent des gypaètes en France, ils décolorent certaines de leurs rémiges, certaines des plumes de leurs ailes. Ça dessine comme une sorte de code-barre en alternant le sombre et le clair, qui leur permet de reconnaître les juvéniles de très très loin à la binoculaire. Donc le point suivant que tu vas nous détailler, c'est tout ce qui est le marquage des ailes ou du bec apparemment, ou du nez. Ouais, alors là, c'est un peu un pot pourri que je t'ai fait, marquage à l'air, nasal, tout ça. En fait, c'est pour illustrer le fait que tu peux marquer d'autres endroits que la patte avec la bague. Donc, ce que tu dis est vrai, hein, décolorer les rémiges. Donc, les rémiges, c'est les plumes de vol de certains gros oiseaux. Du coup, ça fait vraiment comme un code-barre qui est lisible. Mais tu peux carrément agrafer, en fait, des petites plaquettes sur les ailes. Ça se fait chez les busards cendrés, ça se fait chez les milans royaux, chez tout un tas d'espèces. Là, c'est un code couleur qui peut être associé à un symbole. Chez les canards, tu peux mettre ce qu'on appelle des plaques nasales. Donc, en gros, sur le bec, tu mets il y a un endroit entre les deux narines où c'est creux, donc normalement t'as pas à percer le nez, hein. Mais tu mets une plaque, et donc le canard se retrouve avec une plaque nasale avec un code. C'est ultra moche, honnêtement, mais c'est relativement efficace. En fait, on peut pas mettre de bague sur les canards parce qu'ils ont les pattes dans l'eau, et on peut difficilement mettre des marques à l'air. Donc en fait, c'est le seul truc qui a été trouvé. Un truc encore plus moche qui a été trouvé, c'est de mettre, ça c'est personnel, moi je trouve ça pas très beau, mais le cou des cygnes, tu peux mettre un anneau autour du cou de certaines cygnes, et même principe, comme une grosse bague, mais... Ouais, c'est pas idiot pour les canards, on comprend bien la nécessité. Adrien, la technique suivante, c'est aussi quelque chose que tout le monde connaît, ce sont les fameuses balises. Alors, je vois que tu m'en as donné plusieurs types, hein, VHF, GLS, tout ça est très compliqué, mais essaye de nous faire un petit résumé bien clair. Ouais, du coup, je vais résumer. En gros, la première méthode qui a été utilisée de récepteur-émetteur, ça a été de mettre un émetteur sur les oiseaux
et après de suivre avec une antenne réceptrice les mouvements de l'oiseau. Donc ça a été fait aux États-Unis où ils se baladaient carrément en voiture en fait, avec du coup des oiseaux équipés qui volaient en migration active avec l'émetteur, et eux ils essayaient de suivre derrière avec leur antenne pour voir où les oiseaux allaient, combien de temps ils migraient, à quelle altitude, etc. Donc ça c'était un peu pour le petit truc historique. Et maintenant, on va avoir en gros 2 types de balises avec des contraintes différentes. Des balises de type Argos qui t'envoient l'information en temps réel, mais qui sont très chères. Bon, en gros, elles sont très chères, elles sont lourdes aussi. Les 2 gros désavantages, merci. Et après, les autres balises qui vont être plus légères, donc là, ça va être effectivement les GLS, ce genre de choses. Ça va être des balises plus légères, mais il va falloir recapturer l'oiseau. C'est un peu le problème. C'est-à-dire que souvent, tu vas du coup équiper des mâles chanteurs sur des territoires où t'espères que l'année d'après, ils vont revenir sur le même territoire et se refaire prendre dans le filet. J'imagine que la taille de la balise et son poids est adapté évidemment au poids de l'oiseau. Il y a sans doute des règles, pas plus de 5 ou 10% du poids de l'oiseau, je sais pas. 3% du coup. 3%. Pas plus de 3%. Et c'est du coup l'avantage de tout ce qui est les balises dont je parlais, la GLS et compagnie. Maintenant, ils ont trouvé des trucs avec les réseaux de communication, notamment téléphoniques. En gros, ce que je dis maintenant est peut-être obsolète en plus à l'heure actuelle parce que c'est un truc qui est vraiment en train de se démocratiser. Mais en gros, au début, tu avais des balises qui marchaient relativement bien, mais il fallait recapturer l'oiseau, ou alors des balises qui t'envoient l'information en temps réel, mais c'est très cher, c'est plusieurs milliers d'euros, plus après un prix d'abonnement de 10 € par jour. Et t'es quand même pas sûr que ton oiseau survive. Enfin bon, voilà, c'était un gros investissement et souvent c'était des balises assez lourdes. D'accord. Tu me parles d'enregistrement nocturne. Ouais, alors là encore une fois un truc qui est clairement en train de se démocratiser, hein, c'est passé un peu d'un hobby de certains ornithos qui s'amusaient à mettre un micro toute la nuit, et les oiseaux de jour comme de nuit peuvent pousser des petits cris de contact pour garder contact entre eux, voilà, se repérer, ce qu'on appelle les cris de migration, qui sont souvent les cris en vol typiques de l'espèce, mais bon, pas toujours. Et donc ils mettaient leur micro toute la nuit et ils entendaient des oiseaux passer, et nous-mêmes à l'oreille humaine on peut en entendre, hein. Une fois que tu connais le cri d'un chevalier guignette, voilà, tout le mois d'août tu vas entendre des chevaliers guignettes passer au-dessus de la France toutes les nuits, tu peux entendre des hérons, bon, tout le monde a entendu des grues, enfin beaucoup de gens en tout cas ont entendu des grues. C'est le même principe, sauf que voilà, après tu peux faire des griffes, tu peux faire des rossignols, des rouges-gorges, etc. Et donc c'est un truc qui est vraiment en train de se démocratiser avec des micros de plus en plus performants. Et en fait t'enregistres toute la nuit, après tu passes ça dans un logiciel type Audacity. Donc t'écoutes pas toute la nuit, tu fais défiler, dès que t'as un cri, t'écoutes. Ça a permis de voir qu'il y avait énormément d'espèces qu'on pensait pas qui migraient la nuit et qui en fait migraient la nuit. Tu me parles d'un suivi par radar. Comment ça marche ça ? Ça peut être couplé avec les balises, hein, souvent. En plus, il y a des radars qui sont déjà en place, type les radars météo. Donc le radar, il envoie une onde qui tape sur l'oiseau et qui lui renvoie l'onde. Et donc en fait, c'est souvent les radars militaires qui ont mis ça en évidence la première fois. On voyait énormément de tâches passer. En fait, c'était des oiseaux. Et donc voilà, encore une fois, c'est un truc qui est clairement en train de se développer. Un des derniers trucs qui était sorti, c'était les Scanbird, donc des radars vraiment spécifiques aux oiseaux. Alors, ça n'a pas une très grosse finesse, ça permet souvent de savoir l'ensemble, le nombre d'oiseaux en vol en même temps. Pas forcément l'espèce, il commence à être de plus en plus précis. Tu peux arriver assez vite à la famille ou au genre, mais ça permet quand même pas de définir l'espèce, quoi. Alors là, tu m'apprends qu'on peut aussi suivre les oiseaux par traçage isotopique dans les plumes. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette technique ? Alors déjà, faut définir un isotope. Donc souvent pour un atome, tu peux avoir plusieurs isotopes. Suivant qu'il manque un ou plusieurs électrons. Voilà, c'est ça. Donc très connu, c'est le carbone 14. Ouais. Et en fait, la principale caractéristique d'un isotope, c'est qu'il peut ne pas être stable et donc tendre vers l'état de stabilité. En fait, il va avoir une demi-vie, c'est-à-dire que dans un environnement, tu vas avoir un certain pourcentage de tel isotope stable et un certain pourcentage de tel isotope pas stable, et en fonction du temps, le pas stable va devenir stable et donc ton ratio va diminuer. Et ça, en fait, tu peux le retrouver avec l'isotope de l'hydrogène, donc H1 ou H2, donc ça s'appelle aussi le deutérium. Et en fait, en fonction de la latitude où tu te situes sur le pôle, le ratio est pas le même. C'est juste ça qu'il faut comprendre, c'est que le ratio entre ces deux isotopes n'est pas le même selon où est-ce que tu te trouves sur le pôle à l'instant T. Et en fait, en faisant le traçage isotopique des oiseaux en hiver, tu peux savoir où est-ce qu'ils sont nés, parce que voilà, vu que c'est un atome d'hydrogène, tu vas le retrouver partout dans l'alimentation, etc. Et donc ils ont une trace isotopique dans les plumes du moment où ils se sont alimentés, où ils sont nés. Ça, tu peux le suivre. D'accord, c'est énorme. Alors dis-moi, j'ai quelques questions pour finir. Tu parlais de filets, de manière de les capturer. Est-ce que on est sûr que ça se passe toujours bien, que le fait de les capturer les stresse pas au point d'en faire mourir certains, les erreurs de manipulation, que sais-je? Est-ce que tout ça, au final, est toujours bien fait? Alors, on est sûr que ça les stresse, on est sûr qu'il y a des erreurs de manipulation et on est sûr qu'il y a des oiseaux qui meurent dans les filets. Ça, on va pas se mentir, c'est des choses qui arrivent. Après, il y a quand même une très très grosse réglementation sur le bagage, au moins en France, et c'est quand même relativement bien fait et par des professionnels qui sont consciencieux.
Et d'ailleurs, normalement, quand un oiseau est mort ou blessé dans les filets, ils sont censés le marquer justement, le signaler pour justement faire des statistiques de mortalité, etc., etc. Après, il faut savoir qu'avoir un diplôme de bagueur, c'est plusieurs années. Hein. C'est pas comme la plupart des disciplines d'ornitho où tu peux, voilà, en bourrinant 3-4 mois, arriver à reconnaître certaines espèces et faire du terrain. Le bagage, c'est vraiment quelque chose de très très lourd, de très très dur, et c'est très bien comme ça. Après, t'as souvent dans les études des groupes témoins, justement, certains équipés de balises, d'autres non, pour voir s'il y a des biais liés à la manipulation. En fait, ce que disait un gars qui manipule souvent des oiseaux, qui fait beaucoup d'expériences comme ça, que ce soit bagage ou balisage, c'est que ils ont tout intérêt à le faire le mieux possible pour pas stresser l'oiseau, pas déranger l'oiseau, parce que ce qu'ils veulent étudier, c'est un phénomène naturel, et que s'ils le font mal, ils vont biaiser leurs propres résultats. Voilà, si ça peut te conforter, c'est un peu ça la politique du bagage. Après, voilà, on peut pas nier qu'il y a du stress. Avant certaines étapes, il y a des questions d'éthique qui se posent, notamment avant des traversées comme le Sahara ou la Méditerranée, stresser les oiseaux, les empêcher de s'alimenter. Ouais, il y a certainement des cafouillages qui ont été faits. Hein. Cher Adrien, c'est presque la fin de cet épisode. Toi, ça fait 5 ans que tu fais ça. J'aimerais que tu nous racontes une ou deux anecdotes pour finir l'épisode, de souvenirs incroyables liés à la capture d'oiseaux ou à toute cette surveillance que tu donnes finalement. Tu fais partie de ces gens qui suivent les oiseaux, qui suivent leur migration, qui les comptent, qui fait des comptages. Est-ce que tu as une ou deux anecdotes pour finir cet épisode? Ouais, j'en ai une qui me vient de suite en tête. C'était en novembre, du coup, au col de l'Isarieta. On avait fini la saison, mais on était confinés, du coup, sur le col. Donc, on s'était confinés sur le col et on continuait à observer un peu. Et donc, mois de novembre égale grosse migration de la grue. Donc, toute la journée, pour se faire plaisir, on regardait les grues passer. Et en fait, un soir, on était dans la maison. Alors, pardon, juste un détail. En novembre, elles vont vers le sud à ce moment-là. Hein. Elles viennent de Scandinavie, par exemple, et elles vont en Afrique, pour faire simple. Non, elles ne vont pas jusqu'en Afrique. Non, elles vont hiverner principalement en Espagne. D'accord. Mais en gros, ouais, c'est ça. Donc, c'est des grues d'Europe qui descendent vers le sud de l'Europe, du coup, en hiver. Et donc, voilà, c'est des passages de plusieurs milliers à dizaines de milliers journaliers. Hein. Donc, un super spectacle déjà de jour. Et en fait, un soir, on était à l'apéro dedans, et puis on entend des grues, on les entend vraiment bien, quoi. Donc, on sort, et en fait, on les voit passer juste au-dessus du col de nuit, quoi, à quelques dizaines de mètres au-dessus du col. Donc, déjà, super de voir un oiseau migrateur migrer de nuit. T'imagines un peu un vol de grues juste à la silhouette, avec le bruit et tout, donc super ambiance. On retourne boire un coup, on réentend des grues. Donc on ressort et en fait au bout de la troisième fois on a fini par sortir les jumelles, les longues vues quoi, et puis en fait on entendait des grues partout et les conditions étaient vraiment optimales parce que donc c'était pleine nuit mais t'avais un voile de cirrus, de nuages assez clairs avec une bonne lune dedans, donc en fait le ciel était blanc laiteux si tu veux, et donc on voyait vraiment les V se dessiner, donc on les cherchait en jumelles comme on fait la journée avec le nom des montagnes, on annonçait déjà un vol au-dessus de telle montagne, j'ai un vol machin, et après on le prenait dans la longue vue et donc on voyait les grues de nuit migrer complètement comme si on l'avait fait en plein jour et du coup on les suivait sur fond d'étoiles et tout, enfin c'était vraiment super beau quoi. C'est improbable, c'est rare hein, tellement de voir des oiseaux migrer la nuit. Enfin, moi j'y ai passé pas mal de nuits aussi à regarder comme ça, de temps en temps tu les vois, tu les entends, t'en as beaucoup. Là c'était vraiment magique. Est-ce que vous profitez de cette proximité avec les oiseaux pour prendre des photos par exemple? Est-ce qu'il y a des photographes qui vous accompagnent? Ouais, il y a des photographes. Alors moi, je suis pas du tout photographe. La plupart de mes camarades, collègues qui font vraiment du spot de migration, donc c'est-à-dire qu'ils passent beaucoup de temps comme moi sur les sites de migration, ils font assez peu de photos. Mais ça attire quand même des photographes parce qu'il y a une quantité d'oiseaux qui est assez dingue. Après, pour des photographes, ça peut être frustrant hein, parce que pour le coup, là, je le vends super bien, mais les conditions d'observation, elles sont pas toujours idéales. Hein. Ça peut aller de quelques mètres comme plusieurs kilomètres. Hein, là. Ma visibilité. Ouais, on va dire qu'un rapace de la taille d'une buse ou d'un milan, on l'identifie jusqu'à 4-5 km. En fait, la majorité des oiseaux, on les a entre 1 et 4 km, quoi. Donc, en fait, c'est des petits points. Hein. La plupart sont même pas visibles à l'œil nu. Donc, pour un photographe, c'est pas toujours satisfaisant, quoi. Il faut viser les gros zooms. Très bien, Adrien. On a fini cet épisode. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur, en gros, tout ce qui concernait cette partie un peu spéciale sur comment on étudie la migration des oiseaux, ou est-ce que tu as fini? Non, bah si, il y a quand même un dernier truc qui va pouvoir nous être utile plus tard. C'est pour connaître la direction de migration que va emprunter un oiseau. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'expériences qu'on va voir après, où en fait on va avoir besoin de savoir dans quelle direction l'oiseau veut aller, donc sa voie de migration, est-ce que c'est sud, est-ce que c'est nord, est-ce que c'est sud-est, etc. Et en fait on les met dans un entonnoir adapté à la taille de l'oiseau. Et en fait au fond de cet entonnoir, historiquement il y avait un peu d'encre, maintenant c'est un papier sur lequel en fait l'oiseau va imprimer sa trace en essayant d'y aller. Et en fait le principe c'est que l'oiseau va vouloir aller dans une direction de migration, ça s'appelle du coup l'entonnoir d'Emlen. Il va vouloir aller dans une direction parce que voilà on est à l'automne, on est au sud, il veut aller au sud, et en fait du coup sur l'entonnoir va y avoir vraiment des traces de pas. On va voir la marque de l'oiseau qui est plus dirigée vers le sud que vers le nord, parce que c'est l'automne. Et inversement, si tu prends le même oiseau et que tu le mets au printemps, les traces vont être plutôt vers le nord, quoi. Donc ça, c'est un outil dont on va beaucoup parler après. Mais alors, j'ai pas bien pigé. Tu mets l'oiseau une fois que tu l'as capturé? Ouais. Quand tu prends un oiseau, hein, c'est plutôt des trucs que tu élèves en captivité d'habitude. Et tu le mets dans un entonnoir et tu veux savoir où est-ce qu'il veut aller, quoi.
Et lui, il va sauter, par exemple, à l'automne, du coup, c'est ce que je disais, il va vouloir aller au sud. Il va sautiller vers le sud. Attends, j'ai compris toute la théorie, mais par contre, j'ai pas compris. Visuellement, décris-nous la situation. C'est quoi? C'est un entonnoir comme celui que j'utilise pour verser le kéfir que je t'ai Exactement, ouais. donné tout à l'heure? C'est ce que je disais, adapté à la taille de l'oiseau, quoi. Mais souvent, c'est sur des petits passereaux, on le met dedans. En fait, ça va être utilisé après, on va changer le champ magnétique, on va changer les périodes jour-nuit. Enfin voilà, on va influencer un peu les paramètres dont on parlera dans l'épisode suivant. Les paramètres qui vont conditionner son départ en migration, son orientation de la migration. Et en fait, du coup, cet entonnoir, il va permettre de savoir si l'oiseau a envie de se déplacer au sud ou s'il a plutôt envie de se déplacer au sud-ouest ou plutôt au nord. Là, tu fais un truc très subtil, c'est que tu fais ce qu'on appelle un teasing, c'est-à-dire que ainsi s'achève notre première salve d'épisodes, mais toi tu dis qu'il va y en avoir d'autres avec ces histoires d'entonnoir d'Emlen, c'est le nom de ce monsieur, et de ce procédé. Donc merci en tout cas pour toutes tes lumières, pour toutes ces généralités quand même assez approfondies qu'on a fait avec toi sur ces histoires de migration des oiseaux. On te retrouvera très prochainement pour continuer à parler des migrations. On a vu qu'il y avait tellement de choses à dire, notamment comment s'orientent les oiseaux. C'est fascinant. Il y a des histoires de champs magnétiques terrestres, évidemment, là-dedans. On va détailler ça avec toi à une prochaine occasion. Je te remercie beaucoup d'être venu. Et puis, je te retrouve avec impatience très vite. Salut Adrien. Salut Marc, merci. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo. Ainsi, chacune de vos recherches sur Internet générera des gouttes qui seront reversées au projet de votre choix, comme Baleine sous gravillon par exemple. Vous pouvez par ailleurs vous abonner à nos podcasts comme d'habitude, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG ou encore faire un don sur Helloasso ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.